13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, à votre santé, la santé sous toutes les formes, ce Beurre FM entre midi et 13h le mardi. Nadia est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Nadia El Bouga, vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. L'excision, parlons-en. Aujourd'hui, c'est une thématique qui vous tient à cœur avec Moira Sauvage. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente d'Excision, parlons-en. Oui. Et Juliette, alors je ne voudrais pas écorcher votre nom, Juliette. Juliette Vogt. Vogt, voilà, vous êtes chargée de projet à Excision, parlons-en. Vous nous présentez votre association ? Oui, c'est une association qui est un réseau, en fait, d'une vingtaine d'associations. Nous avons été créés il y a 4 ans pour remettre le focus sur l'excision en France, parce que l'excision avait été un petit peu oubliée. On pensait que les lois qui avaient été votées dans les années 90 faisaient qu'il y avait c'était plus du tout un problème en France. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que il fallait qu'on en parle de nouveau, qu'on en parle dans les médias, qu'on en parle aux femmes concernées et qu'on en parle aux autorités pour qu'elles prennent ce qu'il fallait faire pour lutter contre l'excision. Alors, le terme d'excision, c'est un terme générique, puisqu'il y a plusieurs. Alors, on parle également de mutilation. Alors, de quelle mutilation parle-t-on ? Nous parlons de mutilation sexuelle, féminine. Oui, Parce qu'on peut dire aussi mutilation génitale, mais sexuelle, ça comprend toute la sexualité, c'est plus vaste. Et il y a effectivement plusieurs sortes. Soit c'est une ablation de partie ou tout du clitoris, soit on enlève en plus les petites lèvres. Il y a plusieurs, on appelle excision 1, 2, 3 selon les Nations Unies. Et la forme la plus terrible... L'OMS établit une classification en quatre différentes mutilations. Oui. De la plus légère, entre guillemets, à la plus terrible, qui serait l'infibulation, où après avoir été coupé, le sexe de la femme est recousu et ensuite rouvert lors des relations sexuelles au mariage et les accouchements, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt en Afrique de l'Est et qui est vraiment la forme la plus grave. Mais toute mutilation est grave. L'UNICEF établit des bilans chiffrés du nombre de femmes et de filles qui ont subi une mutilation sexuelle à travers le monde. On parle de combien de femmes ? Alors on disait 150 millions jusqu'à il y a 1 an ou 2, et puis de nouveaux chiffres parlent de 200 millions de femmes qui ont été excisées. En France... c'est pas la même chose, parce qu'entre 150 et 200 millions, ça fait 50 millions de plus, là. Mais de nouvelles recherches et statistiques ont été menées par l'OMS, et c'est comme ça qu'on arrive à peu près à 200 millions, mais il est certain que dans certains pays, on n'a pas vraiment les chiffres. En France, on parle de 50 000 femmes vivant sur le territoire français qui ont été mutilées, qui ont été excisées, et en Europe 500 000 à peu près. En sachant cette différence de chiffres aussi est due au fait que on localisait au départ l'excision vers certains pays, et en réalité les études sur le terrain ont démontré qu'il y a plus d'une vingtaine, une trentaine même de pays dans le monde concernés par l'excision. Nous en France, quand on parle d'excision... Toujours aujourd'hui, c'est ça. Là, on est en train de parler de chiffres en 2017. Tout à fait. Oui. Voilà. Parce que quand on parle d'excision en France, on pense tout de suite Afrique subsaharienne. Mais en réalité, l'excision, elle touche des pays qu'on ne soupçonne même pas. Ça va de l'Indonésie à la Malaisie jusqu'en Amazonie, en Amérique du Sud. Tribus d'Amérique latine, Asie centrale, Kazakhstan, nord de l'Inde. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout un phénomène juste en Afrique de l'Ouest comme beaucoup de gens le pensent. Est-ce qu'on arrive à remonter dans l'histoire de cette pratique ? Comment est-ce que ça a commencé ? Comment ça a commencé, c'est très difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a trouvé des momies égyptiennes, donc bien avant Jésus-Christ, qui auraient été excisées. Et on trouve le plus récemment possible dans nos cultures occidentales, aux États-Unis ou en France, des femmes qui étaient excisées au siècle dernier à Paris parce qu'elles se masturbaient, parce qu'on les trouvait un peu hystériques, etc. Donc ça a été fait dans des hôpitaux français. Aux États-Unis, ça a été fait pour les mêmes raisons dans les années 50. Donc, si vous voulez, c'est 1950 ? Oui. Ah oui, c'est pas vieux, oui. Non, c'est pas vieux. Donc, c'est un phénomène qu'on n'arrive pas évidemment à dater précisément, mais ce qui est fascinant, c'est de se dire que depuis si longtemps, dans plein d'endroits qui n'avaient aucun lien entre eux, la société a eu l'idée de mutiler le sexe des femmes. Pourquoi ?
pour le contrôler, bien évidemment. Mais il y a toujours une origine, vous savez bien, on a évoqué les origines traditionnelles, religieuses. C'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les gens qui excisent. Ils disent, mais ça se primo, ils disent, ça c'est toujours fait, mes ancêtres l'ont fait, donc je vais le faire, c'est normal. Deuxièmement, c'est la religion qui nous dit de le faire, alors que ça n'est écrit nulle part, d'exciser les femmes. Aussi des raisons de santé, on dit une femme accouchera mieux quand elle sera excisée. Alors c'est tout à fait l'inverse, il y a de graves dangers d'hémorragie, etc. J'ai même lu des raisons d'esthétique. On trouve qu'un sexe féminin n'est pas très beau et que donc en le coupant, il sera plus joli à avoir. Mais la vraie raison, c'est que ça s'est toujours fait, c'est la coutume, c'est la tradition, donc on ne se pose pas de questions. Et ensuite, étant donné que c'est excessivement tabou de parler de sexualité, que ça soit dans ces pays-là, comme chez nous, souvent, ben voilà, on n'en parle pas et ça se fait, un point c'est tout. En sachant qu'il y a, au fil des siècles, il y a eu des mélanges dans tout ça, dans les différentes traditions. Par exemple, quand on questionne des personnes qui sont d'origine d'Afrique subsaharienne, certaines vous disent que la représentation le clitoris en fait serait une excroissance masculine et donc il faudrait justement l'exciser, l'enlever pour que cette femme devienne pleinement une femme. Donc vous voyez, il y a tout un travail à faire parce que c'est des croyances qui sont ancrées. Ôtez-nous d'un doute, Nadia, puisque vous êtes là. Le clitoris n'est pas du tout un reste que d'excroissance masculine ? Absolument pas. Bon, voilà, c'est bien un organe féminin et entièrement féminin. Ne cherchons pas de comparaison avec l'homme. C'est un organe féminin et qui a une fonction très importante dans la sexualité des femmes et des couples d'ailleurs. Vous savez, c'est un mystère pour les hommes. Qui est celui du plaisir. Un grand mystère pour les hommes. C'est pas le sujet de la conversation, on fera une émission spécialement. Et c'est aussi quelquefois un mystère pour les femmes qui ne connaissent pas vraiment bien cet organe, puisque personne n'en parle jamais, même dans les cours d'éducation sexuelle. Donc d'ailleurs, à ce titre, dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti en que vous m'avez obligé 2016, à lire. Voilà, le gros pavé, mais très bien fait par ailleurs. Il est mention justement alors je me rappelle plus une recommandation, mais il me semble que c'est 84% des filles des jeunes filles, des adolescentes qui savent représenter un sexe masculin et qui ne savent pas représenter un sexe féminin. Donc c'est là vous dire qu'effectivement le sexe féminin reste encore un mystère. Oui. Maura Sauvage, vous disiez tout à l'heure que la question de l'excision nous concerne en France. Alors, moi, c'est quelque chose, vous voyez, j'ai l'impression que c'est très loin, l'excision de nous. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça nous concerne en France ? Écoutez, ça nous concerne parce que dans nos écoles, avec nos enfants, sur les mêmes bancs, il y a des jeunes filles qui risquent d'être excisées. Maintenant, comme l'excision est vraiment très punie par la loi de 10 ans, 20 ans de prison, elles ne sont plus excisées en tant que bébés. Il y a aussi la protection maternelle et infantile qui les surveille jusqu'à 6 ans. Donc du coup, les familles d'origine de pays où l'excision est de familles de villages où l'excision était pratiquée ont l'idée d'envoyer leurs jeunes filles adolescentes au pays pour voir la famille et à cette occasion-là, certaines d'entre elles risquent d'être excisées. C'est pour ça que nous avons lancé une campagne dont nous parlerons tout à l'heure à destination des jeunes filles à risque d'excision. Alors, parmi les jeunes filles nées de familles dont la mère a été excisée, toutes ne vont pas être excisées. Le fait de vivre en France fait que sur 10 petites filles ou 10 adolescentes, 3 seulement sont à risque vraiment qu'on veuille perpétuer cette tradition. Mais ça en fait quand même beaucoup, des milliers. Mais les mères, justement, à qui c'est arrivé, comment est-ce qu'elles peuvent Elles peuvent, c'est ça qui est difficile à comprendre. Alors ce qui se passe justement, c'est que très souvent, je peux le dire parce que j'ai vraiment beaucoup de patientes excisées à mon cabinet, je reçois beaucoup de patientes excisées à mon cabinet. En fait, quand elles retournent au pays pour les vacances, très souvent c'est pas la mère qui souhaite exciser la fille, c'est la tata, la grand-mère, c'est la famille en fait qui prend la fille, qui va l'exciser et la maman en fait est mise sous le fait accompli en fait. Elle découvre, oui, c'est une réalité et donc c'est un choc pour la fille qui est excisée, mais aussi pour la maman qui finalement se retrouve en fait prise au piège par la tradition et donc il faut sortir de ce schéma classique de la mère qui envoie sa fille pour l'exciser. La mère est aussi bien souvent victime.
Nous avons le témoignage d'une jeune maman qui nous a raconté son excision, et vraiment à un âge, en 7-8 ans, donc elle s'en souvenait très très bien, et elle dit qu'elle est repartie au pays voir la famille avec sa fille qui avait le même âge, et elle nous a dit: je ne l'ai pas quittée d'une semelle, parce que je savais qu'elle risquait d'être viens manger chez la tante, la grand-mère, et puis d'un seul coup être excisée. Donc il y a ce risque-là. Nadia, vous avez été confrontée justement à l'excision en tant que sage-femme. Dans votre vie de sage-femme, est-ce que vous avez été confrontée justement à des cas d'excision? Oui, dans mon exercice de sage-femme. Parce qu'on parle de l'accouchement, vous, est-ce que vous avez découvert, et est-ce que des femmes peut-être même ont découvert les conséquences que ça avait au moment d'accoucher? Exactement. Alors j'ai des patientes qui ont découvert leur excision dans mon cabinet. C'est-à-dire des patientes qui ne savaient pas qu'elles étaient excisées. C'est-à-dire que c'est des patientes qui ont été excisées étant bébés. Et comme on ne parle pas, en fait, ça ne se dit pas, c'est tabou parce que ça touche le sexe de la femme. Elles entendent plus ou moins parler, voilà, de cette pratique, mais pensant en fait que elles y ont réchappé. Et en réalité, il n'y a pas eu de suivi fait pareil auparavant, et lorsqu'elle se présente à mon cabinet, j'ai 3 cas en question où on a découvert en fait l'excision lorsque je les examinais. Et donc là, autant vous dire que c'est le couperet qui tombe, c'est pas une annonce facile, hein. Oui madame, vous êtes effectivement excisée, c'est pas évident. Donc là il y a tout qui s'effondre, hein. Cette femme qui crée des liens, très souvent ça a été, quand c'est fait comme ça très très jeune, il y a des choses aussi qui ont été refoulées, et donc des souvenirs qui ressurgissent. Je pense à une patiente qui me dit qu'elle dans ses cauchemars en fait elle revoit des sacs noirs, et par la suite elle a identifié que c'était des sacs poubelles qui étaient utilisés, en fait elle avait été posée dessus pour être excisée. Donc voilà, c'est des éléments réels, pas des récits ou de mythes ou je ne sais quoi, c'est des choses que j'ai réellement vécues. Et effectivement, c'est pas simple pour ces femmes. Et puis en France, vous demandiez aussi pourquoi est-ce que la problématique de l'excision se pose en France, et en quoi est-ce que ça nous concerne? Elle se pose en obstétrique notamment, parce que notamment les sages-femmes qui sont dans des grands centres ou qui reçoivent des patientes excisées, il y a des protocoles médicaux très pointilleux à suivre pour préserver justement le périnée et le sexe de ces patientes lors de l'accouchement par voie basse notamment. Donc c'est une problématique de santé publique qui nous concerne tous et toutes. Je vais peut-être vous poser une question qui est bête. Est-ce qu'on peut dire que l'excision, c'est l'équivalent féminin de la circoncision? Alors là, non. Alors, la question est bête ou pas? Non, mais pas du tout, parce qu'elle est très souvent posée, et on nous demande pourquoi est-ce qu'on s'occupe pas de circoncision. Bon, on s'en occupe pas, on est contre toute mutilation, bien sûr, selon le droit international des droits humains, mais il y a tellement à faire sur l'excision. D'autre part, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. On enlève un petit bout de peau pour les hommes, et on peut imaginer que l'excision du clitoris, ça soit l'équivalent de couper une grande partie de la verge. Donc là, quand on dit ça aux hommes, d'un seul coup, ils se disent... Ils ont mal. Tout d'un coup, ils ont mal subitement, là. Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, l'excision, ce serait si vous voulez comparer chez l'homme, retirer le prépuce et le gland. Je suis pas sûre que les hommes seraient d'accord. Quand vous dites ça, là, parce que je vois la lame, là. Mais justement, mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'on peut pas. Alors après. Donc c'est pas comparable, voilà, c'est ça. Après que l'on soit contre la circoncision, c'est un autre débat. C'est effectivement, comme ça a été souligné. On commence à voir des. On peut considérer la circoncision comme une mutilation. Oui. C'est pour ça que je dis ça, c'est un autre débat. Mais le comparer techniquement parlant, c'est vraiment une. C'est pas du tout la même chose. On parle pas du tout. C'est une grave erreur, parce qu'on retire un organe chez la femme, alors que du côté masculin, on retire en fait un tissu, une peau. C'est pas du tout comparable. Oui, tout à fait. Et les conséquences sur le plaisir ne sont pas non plus les mêmes. Même si une association qui s'appelle Droit au corps lutte contre les deux, et je les avais entendus dire qu'il y avait peut-être 30% des hommes qui ressentaient un petit peu moins ce qu'ils auraient pu ressentir après avoir subi donc la circoncision. Mais bon, ça n'est pas comparable non plus comme perte de plaisir.
L'excision, parlons-en ce matin jusqu'à 13h sur Beurre FM dans ABS à votre santé. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez témoigner ou intervenir, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. À votre santé, revient dans un instant sur Beurre FM. Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes? Composez le 01 53 48 3000. L'excision, parlons-en jusqu'à 13h sur Beurre FM, c'est le nom d'une association. Moira Sauvage, vous en êtes la présidente, vous êtes avec nous. Et Juliette Vogt, vous êtes chargée de projet à Excision, parlons-en. Notons que les associations sur le terrain depuis des années ont essayé de prévenir et de faire sortir le sujet du bois, j'allais dire. Oui, dans les années 90, comme je vous disais, ça a été sur le plan légal que des avocats s'en sont emparés et on fait que ça devienne un crime et que ça soit puni. Et puis vous avez une association qui s'appelle le GAMS, le Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles, qui depuis 25 ans largement travaille là-dessus, va dans les écoles, accueille des femmes, enfin il y a tout un travail qui a été fait. Mais nous, on s'est réunis avec des associations comme le Planning Familial, Femmes Solidaires, une vingtaine d'associations qui n'avaient pas forcément l'excision comme seul sujet, mais qui voulait faire quelque chose, et donc on a travaillé ensemble à des projets, on a fait des colloques de formation des professionnels, on a beaucoup rencontré les autorités, les ministres, etc. Et voilà, et on a fait remettre l'excision dans l'actualité. Ouais. Alors que c'est un sujet qui est très souterrain, puisque vous m'expliquez que, par exemple, on a découvert que dans un pays comme l'Indonésie, beaucoup de femmes étaient excisées, alors qu'on ne le savait pas. C'est ça c'est vraiment c'est pas des sujets qui sont évidents finalement à évoquer. Non, en effet, il manque beaucoup d'informations et c'est un des problèmes de l'excision, c'est qu'on ne dispose pas de suffisamment de données. Et d'ailleurs, un des moyens pour mettre fin à cette pratique, ce serait de faire davantage d'études et d'aller chercher davantage d'informations, d'enquêtes de terrain, etc. Mais alors, quels sont les pays, en gros, où c'est très répandu ? Écoutez, vous avez dans le même pays, par exemple au Sénégal, vous avez des endroits où les femmes sont excisées et d'autres endroits où elles ne le sont pas. C'est vraiment les groupes sociaux. Alors évidemment, vous avez la Guinée, l'Égypte 91%, l'Afrique de l'Est beaucoup. Vous avez l'Indonésie. Et si les chiffres, dont on vous parlait au début, qui sont passés de 150 millions de femmes à 200 millions de femmes, c'est aussi à cause de cette étude statistique la meilleure possible qu'on fait les Nations Unies, et que l'Indonésie est entrée dans les chiffres. Et en Indonésie, il y a une montée de l'excision. Et donc, comme on a dit, ça va jusqu'au Pérou, donc en Amérique latine. En sachant que, et ça c'est très important de souligner, donc ça ne sert à rien de stigmatiser des populations ou des croyances. On trouve dans ces populations-là, donc notamment en Égypte, vous avez autant des coptes, donc des chrétiennes coptes, que des musulmanes qui sont excisées, des animistes en Afrique subsaharienne. Donc c'est quelque chose, voilà, exactement, qui n'a aucun fondement religieux. C'est transversal dans la société, finalement. Oui, c'est pour ça instrumentalisé, en fait. Ça n'est pas les religions n'en sont pas à l'origine, elles l'utilisent. Oui. Parce que c'est comme on l'a dit très justement tout à l'heure, ça préexistait aux religions. C'est l'excision, l'infibulation donc pharaonique, ce qu'on appelle la circoncision pharaonique. Le terme arabe, en fait, c'est ça qui circule, existait au temps des pharaons. Donc c'est pas quelque chose, à preuve du contraire, n'existait pas les trois religions monothéistes à cette époque-là. Donc il faut vraiment remettre ça sur le terrain, parce que malheureusement, moi, à ma grande surprise, j'ai découvert en fait que des chouyours musulmans d'obédience salafiste utilisent l'argument. Enfin, moi, je suis tombée de haut lorsque récemment une musulmane pratiquante me dit, il y a le Shir Foulen qui parle de l'excision et il dit que c'est un bienfait et que c'est une sunna qu'il faut faire revivre.
Mais je dis, mais quel sunna, ma sœur? Il y a aucun texte religieux qui parle de l'excision. Oui, c'est un sujet qui a été soulevé à l'époque dans les 4 écoles. Effectivement, certains qui disent recommandé, pas recommandé, mais en réalité, les textes religieux eux-mêmes ne parlent absolument pas de l'excision. Donc, c'est très juste de dire que c'est une manipulation, c'est quelque chose qui est sorti de son contexte et qui est réutilisé, et c'est gravissime. Donc, c'est pas une sunna. Ce n'est pas une sunna, non, ce n'est pas une sunna. Donc et d'ailleurs il y a un cheikh, enfin un moufti de l'Qahira, donc du Caire, de l'Azhar, qui a condamné cet acte-là. Donc faites attention, parce que il y a effectivement des personnes qui se disent théologiens et qui vont vous utiliser les textes sacrés pour vous sortir des exégèses ou des interprétations de je ne sais où pour aller justifier en fait cette mutilation. Donc ne vous arrêtez pas à ça, ne vous arrêtez pas à la stature de la personne qui vous dit telle et telle chose. Allez creuser, parce que ça n'existe pas. L'excision n'existe pas en islam. Genre, il faut être clair là-dessus. Et sachant qu'il y a des pays islamiques qui ne pratiquent pas l'excision. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de cas d'excision. Et en Afrique du Nord. Et en Afrique du Nord. Oui. Donc. En Maghreb, il n'y a pas du tout d'excision. Hein. Non, il n'y a pas. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Oui, oui. Donc, que ce soit le Maroc, Algérie ou Tunisie, il n'y a pas d'excision. C'est quelque chose que ce soit localisé en Égypte, donc au niveau de l'Afrique du Nord, c'est justement historique. Il y a cette tradition pharaonique qui perdure. Vous venez de dire 91% des femmes, enfin 91% des femmes, c'est beaucoup. Énorme. Vous voyez, c'est toute la population. Et c'est pratiqué où? Ça se fait à l'hôpital? C'est qui pratique l'excision dans un pays comme l'Égypte? Alors la problématique justement en Égypte, c'est que avec l'aide de certains, donc il y a un débat religieux et puis corps médical. D'ailleurs le débat religieux essaye de coopter en fait le milieu médical pour justifier et dire bon, on va peut-être pas non plus condamné, mais dans ce cas-là, faisons-le dans un endroit stérile. Dans un an, il n'y a pas de faisons-le ni stérile ni pas stérile. On n'excise pas, point à la ligne. Oui, et c'est un argument qui est repris assez fréquemment en Indonésie et qui est fallacieux, aussi, dans les hôpitaux, tout à fait fallacieux, bien sûr. C'est pour éviter les conséquences à court terme. Mais d'abord, ça n'évite pas du tout toutes les conséquences à long terme, et puis l'acte reste le même. Donc, ce qui veut dire que c'est une pratique de l'hôpital, qui est faite en hôpital, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire. Oui, des médecins dans les voilà, hôpitaux. Ça se fait donc, ce sont des médecins qui le pratiquent et non pas des personnes dédiées, comme on le disait, dans les villages ou. Oui. Non, en Égypte, ça se pratique forcément aussi dans les villages, etc. Mais ça se pratique de différentes façons, dans différents lieux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et l'autre. Tout à fait. En sachant que il y a je reviens encore sur la même problématique. Donc les cheikhs en question, en fait, vous réfèrent en disant en fait aux personnes de ne pas se mêler de la problématique religieuse et d'aller se tourner vers le médical. Et vous avez, donc moi je suis tombée de ma chaise lorsque j'ai entendu une gynécologue égyptienne justifier en fait l'excision en expliquant qu'effectivement ça pourrait éviter des infections et que finalement ce n'est pas aussi gravissime que l'on veut le dire. Alors justement, quand vous êtes sur ce terrain-là, quelles sont les conséquences physiques déjà de l'excision sur la patiente? Alors on pourrait se dire, avoir un petit bout de clitoris en moins, c'est pas bien grave. Le problème, d'après ce que dit le docteur Foldes, qui a donc créé vraiment en France tout ce mouvement de réparation du clitoris, c'est que ça cicatrise différemment selon chaque femme. Et les cicatrices se faisant plus ou moins bien, c'est là qu'à l'accouchement, enfin vous le direz mieux que moi, ça risque de se déchirer. Outre le fait qu'effectivement il y a moins de plaisir, ça c'est une chose, mais les conséquences vraiment physiques des cicatrisations, ça peut se déchirer, ça provoque des hémorragies, ça rend le passage de l'enfant difficile, et ne parlons pas effectivement des relations sexuelles qui peuvent être rendues douloureuses aussi. Effectivement, parce que n'oublions pas que le clitoris est un organe qui est très vascularisé, très innervé. Donc si on vient à sectionner une partie de cet organe, en fait il y a des nerfs qui restent exposés, et donc des patientes décrivent des douleurs
au niveau de la zone clitoridienne qui sont intenses. Donc vous imaginez que lors d'une relation sexuelle, c'est tout l'inverse. Donc au lieu justement d'avoir cet organe qui participe à la montée du plaisir, enfin de l'excitation et du plaisir, il participe à la montée de la douleur et d'une souffrance. Donc voilà, c'est quand même un acte qui n'est pas anodin. Donc là on parle de la clitoridectomie. Maintenant, si on va jusqu'à l'extrême, moi je vous le ressortirai pas à déjeuner ce mot-là. Qui est l'infibulation, c'est-à-dire on retire une partie du clitoris, mais on va aller coudre les grandes lèvres et on ne laisse qu'un petit orifice pour l'évacuation des menstrues. C'est juste catastrophique parce que ces femmes-là, c'est une mortalité. Oui. Ça c'est à minima l'infection, mais donc à l'extrême c'est quand même des décès donc périnatales, c'est-à-dire que on a le décès du nourrisson et le décès de la mère parce que des hémorragies graves, des infections effectivement graves. Donc voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est le terme de mutilation ici, il est très justement choisi. On est dans de la mutilation pure et dure. Et on parle des conséquences physiques, il y a aussi des conséquences psychiques pour les femmes. Alors ça, effectivement, je pense qu'il faut toujours le souligner, parce que quand on a été excisé bébé, évidemment, on n'en a peut-être pas trop de souvenirs, tout bébé. Mais la petite fille, l'adolescente, évidemment, il y a les conséquences psychologiques. Il ne faut pas oublier que cette excision, elle est faite par les femmes qu'elle connaît. Bon, il y a l'exciseuse, mais c'est la grand-mère et la tante et la cousine qui lui tiennent les bras et les jambes pour qu'elle ne se débatte pas. Donc vous imaginez cette c'est sans anesthésie, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, quand ça se passe dans le village, évidemment, c'est sans anesthésie. Avec un rasoir. Donc, des douleurs terribles, et puis le sentiment, pourquoi est-ce qu'elles me font ça ? Donc, ça fait un choc, un post-traumatique. Un choc post-traumatique très, très grave, qui fait que quelquefois, même des femmes devenues adultes n'arrivent même pas à en parler, tellement elles n'ont pas envie de revivre ça. Oui, on en revient à ces femmes à qui vous avez annoncé, Nadia, qu'elles avaient été excisées et qui peut-être l'avaient enfouie quelque part. Tout à fait. Alors pour l'une des trois, effectivement, elle me décrivait des réminiscences via en fait des cauchemars. Par contre, pour les deux autres, non, aucun. Aucun trauma. Non, je dis pas aucun trauma, aucun souvenir. Donc pour elle, c'est l'annonce était. Et alors je voulais attirer l'attention justement au cas des femmes qui demandent l'asile pour leurs filles qui ont été excisées. Nous nous sommes rendus compte du besoin de former les personnes qui travaillent dans ces commissions, parce qu'ils leur demandent, mais alors, on vous avait été excisé, racontez-nous. Et ils ne comprennent pas qu'elles ne peuvent pas le raconter comme on a du mal à raconter un viol ou quelque chose de terrible. Donc, il y a vraiment un énorme besoin de sensibilisation, de faire comprendre ce que c'est. Comme dans le cas des violences domestiques, il fallait faire comprendre aux juges, aux policiers, à tout l'entourage, ce que ça signifiait. Là, c'est pareil, il faut réaliser ce que ça représente pour ces femmes et ces filles. Donc là, il faut former qui alors ? Former tous les personnels, que ce soit le personnel juridique, médical, scolaire, etc. Ça fait beaucoup de gens. Les agents de l'OFPRA notamment, la santé, la police, c'est le nombre de personnels qui sont confrontés à l'excision, pour parler juste de la France, est impressionnant. C'est beaucoup de monde. Oui, mais qui savent peut-être même pas que ça existe finalement. Parfois, oui. Non, oui. Ils n'ont jamais pensé, oui. Depuis que c'est illégal en France, on a constaté que le nombre des adolescentes qui sont excisées avait baissé ou pas ? Alors, comme je vous disais, sur donc 10 filles de mères qui ont été excisées, on pense qu'il n'y en aurait que 3 qui seraient à risque pour l'instant. Les 7 autres, les parents ont bien compris, ont tout faire pour ne pas qu'elles soient excisées, abandonner la pratique. Mais 3 sur 10, ça en fait encore des milliers. D'où l'intérêt de prévenir et d'en parler, puisque c'est votre mission. On verra tout à l'heure comment on prévient l'excision et quelles sont les campagnes que vous mettez en place. Si vous voulez témoigner, vous pouvez le faire en tout anonymat. D'ailleurs, profitez de l'anonymat de la radio. Vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. À votre santé, revient dans un instant sur Beurre FM. Vous souhaitez poser une question à nos spécialistes ?
Composez le 01 53 48 3000. L'excision, parlons-en aujourd'hui jusqu'à 13h sur Beurre FM avec Nadia El Bouka. Je sais que Nadia, c'est un sujet, donc vous souhaitez qu'on en parle, qu'on informe, puisque c'est aussi notre rôle. Avec Moira Sauvage qui est avec nous, vous êtes présidente de l'association Excision, parlons-en, et Juliette Vogt, chargée de projet. Vous avez lancé il y a quelques jours une campagne d'information. Quel est le but de cette campagne ? Alors, je corrige, pardon, c'était il y a quelques semaines même, voire en fait on l'a lancé le 3 mars. Alors attendez, 3 mars, allez, ça fait hier. Il y a quelques jours. On l'a lancé effectivement le 3 mars. Alors comme donc le disait Moira tout à l'heure, en fait, on s'est rendu compte de par notre travail de réseau avec nos adhérents qui sont des associations de terrain qu'aujourd'hui donc ce n'était plus les jeunes filles, enfin les petites filles pardon, qui étaient à risque en France, mais c'était les adolescentes. Et les adolescentes, c'est un public très difficile à atteindre parce que il faut arriver à leur parler par leurs propres moyens, de certaines façons, et c'est pas évident. Donc en fait, il n'y a rien qui a été fait pour les adolescents depuis à peu près une dizaine d'années. Et une dizaine d'années, c'était un guide, un petit livret qui avait été publié. Et donc, nous avons décidé de travailler ensemble pour les informer, puisque on travaille à travers notre travail avec les professionnels à sensibiliser les parents, à sensibiliser les professionnels qui sont à leur contact. Mais les jeunes filles directement, on ne le faisait pas. Et donc, on a décidé de faire une campagne de prévention en leur parlant avec leurs outils, donc à travers le numérique principalement, et pour leur permettre de s'identifier comme étant un risque et de se protéger. De s'identifier parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et je le redis parce que c'est très important, elles savent même pas ce que c'est l'excision, elles savent pas que ça existe, elles savent pas qu'elles l'ont été si elles l'ont déjà été, ou elles savent pas qu'elles sont à risque de l'être, que leur mère a... Qu'elles sont concernées. Voilà, elles savent pas. Donc le but, c'était d'en parler, que les médias s'en emparent, qu'elles soient au courant, et ensuite de leur donner les moyens pour se protéger, mais aussi pour informer leur entourage, puisque notre public direct, notre cible directe, effectivement, c'est les adolescentes, mais c'est aussi tout leur entourage. Leur entourage garçon, c'est très important, c'est les filles et les garçons, mais leurs parents, leurs sœurs, leurs frères, leurs cousines, leurs camarades d'école, leurs profs, les infirmières scolaires, voilà. Donc, si j'ai bien compris, c'est une campagne sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Oui. Alors, on est sur les réseaux sociaux. On a fait donc un clip vidéo qui est donc un clip qui raconte une histoire et qui permet, en fait, qui donne des signes qui peuvent identifier des situations qu'elles peuvent connaître. Mais il y a aussi une affiche qui est donc qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, dans les médias, qui est aussi dans les lycées, dans les collèges, etc. Qui est aussi sur le mobilier urbain JC Déco. Et on a enfin un site internet qui est un peu l'outil clé de la campagne, puisque l'objectif en fait du clip vidéo et de l'affiche, c'est qu'une fois qu'elles ont vu ces deux outils-là, elles aillent sur notre site internet qui s'appelle alerte-excision.org, et donc qu'elles aillent dessus. Dessus, il y a quoi ? Il y a d'abord une définition de l'excision, voilà, pour savoir ce que c'est. Donc parce que l'excision, en fait, si on dit excision, elles savent pas. Par contre, si on dit couper en bas, elles savent un petit peu mieux. C'est des mots qu'elles utilisent. Toi aussi, on t'a coupé en bas, on t'a fait mal là, ou des choses comme ça. Pas excision en soi. Et donc, il y a une définition de l'excision. Il y a des schémas aussi. On les invite aussi à prendre des miroirs pour regarder, pour savoir. Mais il y a aussi une définition pourquoi, les conséquences. Et puis, il y a une carte géographique qui donne tous les pays d'origine, les pays en fait qui pratiquent dans le monde et qui permettent à ces jeunes filles de savoir, en fonction aussi de leurs origines, si elles peuvent être à risque, et donc d'aller s'informer. On a aussi fait des quiz pour que ce soit interactif et pour que ça peut être, ces quiz, ils sont à destination de ces jeunes filles, mais aussi de leurs proches. Ils peuvent très bien faire le quiz. Est-ce que je suis, ou est-ce que ma sœur, ma cousine, mon amie de classe est à risque? Et donc, on pose les questions en fonction de l'origine, en fonction des vacances, voilà. Puisqu'en fait, le moment clé pour ces jeunes filles-là, c'est les vacances scolaires, puisque c'est à ce moment-là, c'est lors d'un retour dans le pays d'origine des parents pour les vacances, quelque chose de tout à fait anodin en soi, c'est à ce moment-là que ça peut arriver que soit les parents, soit les familles, contre le gré des parents. D'accord, donc là c'est une campagne d'information à destination des ados. Bon, donc là vous informez sur ce que c'est. Maintenant, comment est-ce qu'on prévient l'excision ? Parce que bon, une fois que vous savez que ça existe, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous arriver.
Oui. Donc sur notre site justement, on a donné les outils. Enfin, c'est pas les outils, on a donné des moyens à ces filles-là d'y échapper. Donc, d'abord c'est d'en parler, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Excision Parlons-en. C'est d'en parler autour de soi, d'identifier une personne de confiance autour de soi, une amie, une prof, l'infirmière scolaire, quelqu'un autour de soi qui peut nous aider à poser des questions. Mais aussi, on a donné la liste de toutes les associations de proximité en fonction des régions auprès desquelles s'adresser. Donc ça peut être le GAM, ça peut être le planning familial, ça peut être la CAMS aussi, bref. Et aussi, très important, un numéro d'information qui est le 119. Si on appelle ce numéro... C'est Enfance en danger. C'est ça. Allô, enfance maltraitée. Exactement. Donc les jeunes filles, si elles ont des questions, des doutes, qu'elles veulent pas encore... Elles peuvent appeler de façon anonyme. Exactement. Parce que c'est une maltraitance, c'est ça, une maltraitance de l'enfant. Oui, de toute façon, c'est condamné par la loi. Et la loi, quand même, a évolué ces dernières années. Et il faut savoir que les parents dont l'enfant a été excisé lors d'un retour comme ça dans la famille peuvent être condamnés, même si ça s'est passé au pays d'origine. Donc ça, c'est un additif à la loi qui... il suffit d'informer les parents et ça peut peut-être quand même les faire réfléchir et leur faire attention à ce qui peut se passer pendant le... En fait, il suffit d'être résidente française pour que si on est emmené à l'étranger et on est excisé à l'étranger, pour que les parents ou la personne qui a commis cet acte soit incriminée. Et le travail, il est important à faire. Je reviens vraiment là-dessus parce que il y a effectivement le côté législatif, donc le côté pénal qui peut dissuader pas mal de monde, mais s'arrêter uniquement sur ça, rappelez-vous, on en a parlé concernant le viol conjugal. La loi c'est bien, mais après pour faire appliquer les choses, c'est plus compliqué. C'est faisable, mais c'est plus compliqué. Donc il faut aller beaucoup plus loin aussi en amont et travailler en fait sur les représentations, sur aussi parce que les représentations sont fortes, c'est-à-dire que on avance l'argument de l'excision comme étant quelque chose qui appartient à l'identité culturelle. Donc à partir du moment où, et c'est pour ça que j'insiste sur le côté culturel et religieux, parce que si vous venez appuyer ça, vous ancrez en fait la certitude que c'est un acte nécessaire. Alors que si c'est déconstruit, et c'est déconstruit avec des arguments valables, bien sûr, c'est pas une invention, là pour le coup, vous amenez les gens à réfléchir. Et du coup, ils sortent de cette posture, parce que ça je l'ai entendu, de cette posture, oui, mais c'est encore des blancs qui viennent nous expliquer que... Alors là, et ça, nous sommes tout à fait contre cet argument. Justement, c'est pour ça que nous soutenons beaucoup. Nous avons aussi un site internet qui s'appelle excisionparlonsen.org, et en français, il n'y avait pas de site en français. Et donc, à travers ce site, et puis avec d'autres contacts que nous pouvons avoir avec elles, nous soutenons beaucoup les associations de terrain en Afrique, francophone par exemple, qui font un travail formidable et qui effectivement, les lois en Afrique, elles existent, mais c'est pas pour autant qu'elles sont appliquées, c'est le problème. Ce sont Exactement. des outils pour faire levier, mais qui pas toujours forcément efficaces immédiatement. Et ces associations, elles vont parler aux chefs de village, aux femmes, enfin l'histoire de faire comprendre d'où ça vient et qu'il n'y a aucune raison que de ne pas changer. Je souligne ça parce qu'il y a un mouvement qui est très minoritaire, mais il y a quand même un mouvement aux États-Unis de féministes quand même. On marche sur la tête, qui viennent expliquer justement que nous sommes mal placés pour interdire l'excision parce que finalement c'est du lavage de crâne colonisateur qu'on vient en fait imposer une autre façon de voir, une autre façon de percevoir le corps de la femme, ce qui est une aberration. On nous l'a très souvent répondu à nous aussi. Alors moi je réponds toujours, est-ce qu'on a besoin d'être juif pour lutter contre l'antisémitisme? Est-ce qu'on a besoin d'être noir ou métis pour lutter contre le racisme? Non. Moi en tant que femme et en tant qu'être humain, on lutte contre toute violence. Et celui qui a créé Excision Parlons-en, c'est un homme, Louis Guinamard, qui était journaliste, qui avait été en Égypte et qui avait découvert le phénomène en Égypte et qui est revenu en disant il faut faire quelque
quelque chose et qui nous a réunis. Et il disait ça exactement, en tant qu'être humain, tout simplement, j'ai le droit, en tant qu'être humain, de lutter contre ces violences. Tout à fait. Et quels arguments vous donnez à des adolescentes qui peut-être peuvent être prises par la loyauté parentale en disant bon, finalement, c'est que voilà, ça s'est toujours fait chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, il y a aussi ça. Alors généralement, alors moi après j'ai fait des interventions, donc j'ai un peu échangé avec des adolescentes, mais après j'ai pas non plus une expertise, mais quand même quand elles apprennent ce que c'est l'excision, elles sont rarement en train de soutenir la pratique. Quand on a entre 12 et 18 ans et qu'on apprend que on peut nous faire ça à nous, on est plutôt révolté qu'autre chose. Alors après, ça dépend aussi de plein d'autres choses, des caractères, des relations familiales, etc. Mais généralement, on a plutôt envie de se protéger et d'en sortir. Et d'ailleurs, notre campagne, nous, on l'a fait donc avec nos associations adhérentes, mais aussi avec des classes ambassadrices. On a 2 classes ambassadrices, une de Bobigny, des 3e d'un collège de Bobigny et des secondes d'un lycée d'Épinay-sur-Seine, qui sont engagées avec nous dans la campagne, qui sont à fond et qui ont fait un blog d'ailleurs qui s'appelle Parlons Excision et que je vous invite à aller voir. Donc les ados, quand ils s'emparent du sujet, ils sont plutôt envie d'y mettre fin et de continuer à en parler parce que ça les bouleverse. Et la phrase qu'on a mise, je crois, sur notre site, c'est ton corps est à toi, personne n'a le droit d'y faire du mal, de lui faire du mal, même pas tes parents qui t'aiment. C'est cette prise de conscience que quand même elles ont assez rapidement. Ce qu'on essaie de leur faire comprendre, ce qu'on leur dit aussi, c'est que les parents, dans leur démarche, ils n'ont pas une mauvaise intention envers leurs enfants, ni les familles en fait. Ils ont un poids social, ils ont une pression de la société à laquelle ils n'arrivent pas à faire face. Je sais que parmi les témoignages qu'on a entendus, on a des explications qui sont ma mère en fait, c'était sa façon à elle de montrer qu'elle n'avait pas changé, qu'elle appartenait toujours, qu'elle avait la même identité, qu'elle venait toujours de là-bas et que du coup elle a continué cette pratique même si au moment où c'est arrivé, elle était stressée, elle n'a pas aimé, elle n'était pas bien, elle avait peur pour nous, mais elle l'a fait parce qu'elle avait peur du jugement dans la famille. Donc l'idée aussi, c'est d'arriver à le déconstruire ce jugement. Et si les jeunes s'en emparent, si les jeunes sont informés, parce que les jeunes ils sont pas bêtes et ils ont une fois qu'on leur donne les moyens. Mais la génération d'avant n'était pas bête non plus. Mais c'est ce que je veux dire justement, c'est que c'est pas, ils ont envie, ils ont la motivation, mais ils sont informés. C'est ça la différence, c'est qu'une fois qu'ils le savent, ils peuvent en fait réagir. À Excision, parlons-en, nous ne condamnons personne. Nous condamnons cette pratique, cette coutume, mais pas les gens qui la font. On comprend très bien que nous, en tant que femmes, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elles subissaient des pressions sociales aussi. Toujours aujourd'hui, on subit encore des pressions sociales. Donc voilà, c'en est une parmi d'autres. Et c'est très important de souligner ce point-là, effectivement, parce que cette campagne, elle n'est pas là pour diviser les parents et les enfants. Attention, oui. Cette campagne n'est pas là pour créer des ruptures ou des schismes dans les familles. Non. Et d'établir un dialogue. Exactement. C'est de pouvoir initier un dialogue, que cette jeune fille aille s'informer. Une fois qu'elle est informée, peut-être s'autoriser un espace de parole au sein de la famille, donc notamment avec sa maman, et de dire j'ai appris ça, est-ce que c'est vrai que au pays on fait ça, et pourquoi, est-ce que toi tu l'as été, s'autoriser peut-être à échanger sur le sujet, parce qu'il faut savoir que dans les familles où les femmes sont excisées, on ne parle pas l'excision, c'est-à-dire que on ne sait pas si la mère est excisée, la tata, la cousine, on ne sait pas, parce que ça reste tabou, parce que ça touche au sexe ça touche au sexe, à la génitalité, au sexe de la femme, à la sexualité, et donc ça reste comme ça dans une bulle et ça peut perdurer très longtemps comme ça. Donc c'est tu, donc c'est souterrain comme sujet. J'aimerais poser la question à la sexologue que vous êtes, Nadia. Quelles sont les conséquences de l'excision sur la vie sexuelle par la suite de l'adulte ? Alors, c'est très important, effectivement, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'au final, est-ce que c'est pas une pratique qui est faite pour limiter la sexualité des femmes ? Alors oui. Très clairement. Alors il y a d'autres raisons, mais très clairement mais la première. Une des plus importantes, c'est pour qu'elles n'aillent pas voir ailleurs. C'est bien celle-ci, effectivement. Disons les choses comme elles sont. Le fait d'aller retirer une partie ou la totalité avec la
infibulation du clitoris, parce que n'oubliez pas, je vous rappelle, on l'a déjà dit, le clitoris c'est pas uniquement le gland, la petite excroissance, le petit bouton, appelez-le comme vous voulez, qui est extérieur, mais le clitoris c'est une ramification aussi qui descend au niveau des grandes lèvres. Et donc aller toucher à cet organe, c'est aussi finalement punir la femme parce qu'elle est toujours cette éternelle diablesse qui finalement va avoir envie d'aller voir ailleurs, ou bien qui va, je ne sais pas, développer un super pouvoir de par la découverte du plaisir. Enfin, et c'est tous ces fantasmes là qui perdurent. Et donc, on va au raccourci, on excise, et comme ça, on est sûr d'avoir cette femme sous contrôle et d'avoir sous contrôle sa sexualité. Bien sûr qu'il y a ça qui est sous-jacent. Et donc, les conséquences, elles sont graves. C'est-à-dire que on a des femmes qui se retrouvent avec une sexualité subie parce que finalement lors de la pénétration notamment l'homme lui va jusqu'à son orgasme alors que la femme elle est juste là comme objet sexuel finalement et elle participe pas parce que elle ne ressent pas forcément de plaisir, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes, je veux bien le préciser, et d'ailleurs le docteur Foldes le dit bien quand on parle de réparation du clitoris, parce que le but des campagnes là c'est pas de dire réparons toutes les femmes excisées, hein. Il y a des femmes excisées, donc l'excision, j'aime pas dire simple, mais une clitoridectomie au niveau du gland, qui pour autant ne se peignent pas de problème de plaisir parce que en fait l'excroissance, le corps, le reste du corps du clitoris reste de fonctionnel. Donc il y a des femmes qui ne viendront pas consulter pour problème de plaisir pour autant. Ça ne veut pas dire, voilà, c'est pour ça que je le précise juste parce que ça aussi on taxe les associations qui luttent justement contre l'excision de vouloir faire entrer toutes les patientes dans une campagne de réparation. Non, la réparation c'est du cas par cas et ça se décide, c'est d'abord la patiente qui est maîtresse de son corps et qui va consulter et elle voit ça avec le chirurgien pour établir si oui ou non il y a un bénéfice à se faire réparer. Mais effectivement, c'est, je le dis, catastrophique au niveau de la sexualité pour les femmes excisées, mais également pour le couple. Donc les hommes doivent comprendre aussi que c'est du perdant-perdant. Bien, on rappelle l'adresse de la campagne d'information que vous avez lancée le 3 mars. C'est important. Donc c'est Alerte Excision, la campagne Alerte Excision, et le site internet que je vous invite tous et toutes à consulter, c'est alerte-excision.org. Bien, même si vous n'êtes pas jeune, vous pouvez y aller. Hein, bien sûr. Que vous êtes absolument. Et sinon, il y a excisionparlons-en.org. Ça, c'est votre site. Oui. Qu'est-ce que ça change justement ces campagnes sur réseaux sociaux? Est-ce que vraiment vous avez l'impression que vous commencez à avoir du retour sur ce que ça change par rapport à avant où il y avait des documentations? Alors c'est encore un petit peu tôt et compliqué. On est en train justement de voir dans quelle mesure on a réussi à atteindre les jeunes, mais au vu de ce qu'on a pu voir sur Facebook, sur Twitter, enfin surtout sur Facebook parce que les jeunes sont pas trop sur Twitter, on a quand même réussi à atteindre des jeunes filles et des jeunes garçons. On a vu passer des adolescentes dans les commentaires, etc. On a réussi à atteindre plus de 200 000 personnes avec le clip vidéo, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, après on continue, on a besoin d'influenceurs, on a besoin que des gens qui soient un petit peu connus auprès de la sphère adolescente s'emparent du sujet, parce que comme c'est, si vous voulez, aujourd'hui les jeunes ils sont Snapchat et Instagram, moins Facebook et Twitter, donc c'est un peu compliqué. Mais on a déjà des influenceurs qui ont repris le sujet, qui nous soutiennent et qui nous aident. Et je voulais dire aussi combien ces affiches sur les panneaux d'autobus dans différentes villes de France attirent l'attention et sont vraiment essentielles. Les gens après peuvent aller. Ça attrape l'œil. Ouais. Oui. Merci à toutes les deux d'être venues parler de l'excision sur Beurre FM. Merci Nadia. Merci à vous. À très bientôt. Et merci à Madame Sauvage et Madame Vogt d'avoir partagé avec nous ce moment très important, parce que c'est comme ça qu'on peut espérer changer les choses. Merci de nous avoir écoutés. Très belle journée sur Beurre FM. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.